Bonsoir à tous. Aucun homme politique n'aligne une pareille carrière. Ministre de l'Agriculture, de l'Intérieur, 2 fois Premier ministre, président de la République, évidemment réélu. Et croyez-moi, je vous épargne bien des étapes de la biographie de Jacques Chirac. C'est pourtant lui qui devrait comparaître dès mercredi devant les juges. Nous serons fixés très exactement demain à 13h30. L'affaire est celle des emplois présumés fictifs de la ville de Paris, celle d'une génération qui ne parle pas d'argent et pourtant, Dieu sait s'il en faut pour faire de la politique de l'argent. Nous lui consacrons la première partie de mots croisés avant un débat sur la liberté d'expression et ses limites. Suite au procès d'Éric Zemmour et au licenciement de John Galliano, voici donc nos invités pour cette émission en direct. Christian Jacob, président du groupe UMP à l'Assemblée nationale. Vous faites partie de ceux qu'on appelle les bébés Chirac. C'est sur votre épaule que Jacques Chirac s'est appuyé lors de sa récente visite au Salon de l'Agriculture et vous continuez de le voir régulièrement, le président. Oui, oui, tout à fait. Voilà, Elisabeth Guigou, aujourd'hui députée socialiste de Seine-Saint-Denis. Vous avez été pendant 5 ans ministre du président Chirac dans le gouvernement de Lionel Jospin, en particulier garde des Sceaux de 1997 à 2000. Pascale Robert-Diard est chroniqueuse judiciaire au journal Le Monde. Sous le pseudonyme de Cassiopée, vous avez coécrit avec Françoise Fressoz le procès de Jacques Chirac et vous étiez évidemment présente à l'audience aujourd'hui. Nicolas Deménac, directeur adjoint de la rédaction de l'hebdomadaire Marianne, auteur de nombreux livres sur Jacques Chirac. Vous publiez mercredi avec Maurice Safran un livre intitulé Off. Vous y relatez tout ce que Nicolas Sarkozy dit confidentiellement, y compris sur son successeur. Enfin, Bruno Dive, éditorialiste au journal Sud-Ouest, auteur de nombreux ouvrages sur nos responsables politiques, dont le dernier Chirac qui vient de paraître, et où vous racontez la vie secrète d'un président à la retraite. Elisabeth Guigou, Christian Jacob, ce sera ma première question. Le procès de Jacques Chirac doit-il avoir lieu? Je commence avec vous, Elisabeth Guigou. Oui, je crois. Je crois parce que il y a un principe fondamental dans notre République, c'est que chacun doit être jugé de la même façon. Vous connaissez le mot de La Fontaine, selon qu'on soit puissant ou misérable, la justice doit être la même pour tous. Alors évidemment, il faut le faire avec des égards pour un homme qui est âgé maintenant, qui semble-t-il est fatigué, par moments en tout cas. Plus d'égards que pour quelqu'un d'autre? Non, les mêmes. Je pense que, non pas plus, mais les mêmes. Je veux dire qu'on doit à quelqu'un qui a son âge et qui, voilà. Et il me semble en plus que, moi je pense, je n'ai pas de conseil à donner naturellement, j'ai l'impression que c'est plutôt l'intérêt de M. Chirac. Parce que rien ne serait plus, au soir de cette carrière que vous venez de retracer, rien ne serait plus dommageable, je pense, pour le futur, pour son image dans l'histoire, que d'imaginer qu'il puisse échapper à ses responsabilités. Et alors, il faut évidemment que la justice soit sereine, qu'elle soit courtoise, bien entendu, qu'on établisse la vérité, parce que après tout, personne ne la connaît ici, avant que le procès ait lieu. Bien sûr. Il faut qu'on sache que M. Chirac, s'il est jugé, le sera pour des faits qui lui sont reprochés, présumés, avant ses fonctions de président de la République, et que s'il l'est si tard, 20 ans après, ce qui évidemment paraît incongru à tout le monde, c'est bien parce que pendant toute la durée où il a été président de la République, c'est-à-dire pendant 12 ans, la justice a été suspendue. Mais après, d'après les décisions de la Cour de cassation, la prescription recommence à courir et par conséquent, il peut être jugé. Donc je pense qu'il ne faut pas s'étonner non plus que cela vienne si tard. Si on ne voulait pas que la justice passe si tard, à ce moment-là, il faudrait accepter, mais ce n'est pas dans notre Constitution, que le président de la République puisse être jugé pendant son mandat pour des actes qui n'ont rien à voir avec ses fonctions, mais ce n'est pas notre droit actuellement. Nous allons y revenir. Finalement, Christian Jacob, ce procès est-il nécessaire à vos yeux? Jacques Chirac souhaite à tout prix qu'il ait lieu. Il l'a toujours dit qu'il serait disponible pour la justice. Il l'a dit pendant son mandat, pendant qu'il était en exercice, et dès juillet 2007, il a fait savoir aux juges qu'il était à leur disposition. À chaque fois qu'il a eu l'occasion de les rencontrer, il l'a fait. Je crois qu'il y a eu 8 ou 9 entretiens. Et il a toujours souhaité avoir effectivement ce moment d'expression et que ce jugement et ce procès aient lieu de façon à pouvoir justifier de l'action qui a été la sienne. On dit qu'à titre privé, il n'en parle jamais de ce procès. Est-ce que c'est le cas et est-ce que vous avez eu des conversations avec lui? Non, enfin avec moi en tout cas, je fais pas partie de ceux avec qui il en parle.
Vous avez l'impression qu'il évite le sujet ou que c'est quelque chose qui est douloureux pour lui? Il a une décision qui est prise, qui est très claire dans son esprit, d'être à la disposition de la justice. Il s'est préparé à ce procès, il y va avec à la fois la sérénité et la détermination qui est la sienne, mais c'est pas bon. Moi, j'ai pas eu l'occasion de partager son point de vue sur ce sujet. En quelques mots, les plus simples possibles, Pascal Robert-Diard, que reproche-t-on à l'ancien président de la République? Alors en quelques mots, on lui reproche, les mots sont durs, on lui reproche un détournement de fonds, on lui reproche ce que l'on appelle de la prise illégale d'intérêt et on lui reproche un abus de confiance. Donc la prise illégale d'intérêt, c'est l'affaire de Nanterre, c'est l'affaire dans laquelle Alain Juppé a été condamné. Il faut se souvenir qu'Alain Juppé a été condamné définitivement à 14 mois d'emprisonnement avec sursis sur exactement le même dossier et a surtout un an d'inéligibilité. Et puis, le détournement de fonds et l'abus de confiance, c'est dans l'affaire de la mairie de Paris. Dans les deux cas, en fait, il s'agit à peu près du même système, du même principe. Il est reproché à Jacques Chirac, en qualité de maire de Paris, d'avoir tiré profit de cette formidable puissance qu'était la ville de Paris pour payer des chargés de mission de complaisance et des emplois dits fictifs qui servaient en fait à rémunérer des permanents du RPR. Voilà. Nicolas Domenach, vous avez suivi toutes les affaires qui ont jalonné la vie politique de Jacques Chirac. Est-ce que ce procès est nécessaire? Je vous pose aussi à vous la question. Et à la limite, est-ce qu'il vous paraît anecdotique? Il est anecdotique en fonction de ce qui a pu se passer autrefois et de tout ce qu'a dû faire Jacques Chirac pour arriver au pouvoir. Autrement dit, toutes les affaires qui, si elles avaient été jugées et qui se sont enchaînées, sont absolument incroyables. Parce que, comme l'a rappelé Pascal Robert-Diard, la mairie de Paris, c'était un contre-Élysée. C'était une machine de guerre pour gagner le pouvoir contre Valéry Giscard d'Estaing d'abord et contre Édouard Balladur ensuite. Et c'était une espèce de place forte. Eh bien, effectivement, c'est à partir de cette place forte, il y a un certain nombre, au fond, de choses qui ont été faites qui n'ont que peu à voir avec la morale. Et le nombre d'affaires auxquelles a échappé Jacques Chirac, rappelez-vous quand même, hein, c'est 13 à 1, on dit, le nombre d'affaires 13 affaires dans lesquelles il aurait pu être, au fond, impliqué, hein, qui vont des frais de bouche, qui vont des affaires des faux électeurs, qui vont des problèmes des HLM de Paris, du racket des entreprises d'Île-de-France. Alors, quand on rappelle tout ça, et face à tout ça, ce qu'on lui reproche aujourd'hui, c'est vrai que ça ressemble à des queues de cerises, hein, dire par rapport. Mais bon, en même temps, on peut sourire quand à la fois Elisabeth Guigou dit la justice doit être la même pour tous, ou quand Christian Jacob, je comprends sa fidélité, dit qu'il s'est toujours tenu à la disposition de la justice, alors que ça, j'ai vécu ça de l'intérieur de l'Élysée, quand on voyait Dominique de Villepin, il n'avait qu'un seul mot d'ordre, c'était casser les juges. Casser tout ce qui pouvait être entrepris pour que Jacques Chirac soit traîné devant les tribunaux pendant ou après son règne. Donc maintenant, quand on nous dit avec beaucoup d'émotion que je comprends, parce que c'est comme si on allait couper la tête de Louis XVI, cette histoire, mais on ne va pas lui couper la tête. C'est 3 queues de cerises pour lesquelles il va devoir rendre des comptes par rapport à tout ce qu'il a fait. Bon, allez, Christian Jacob, vous avez envie de réagir? Bon, Nicolas Domenach est dans la modération qui se liait à Marianne. Bon, je crois que au-delà de ça, revenons à on parle ce qui est, encore une fois, Jacques Chirac a toujours souhaité que ce procès ait lieu. On parle d'une vingtaine d'emplois sur 40 000 fonctionnaires de la ville de Paris. Il n'empêche qu'il y a aujourd'hui ce procès qui a lieu sur 2 affaires qui aujourd'hui ne font lieu qu'à un seul procès, parce qu'il y a une connexion entre les deux. Donc on est sur 7 emplois d'un côté et sur 20 de l'autre. Il y a eu, je crois, 950 contrats qui ont été examinés et en fait, voilà, une vingtaine ont été retenus. Mais... Donc vous nous dites quoi? C'est non, finalement mais je dis qu'on n'est pas dans les excès qu'évoquait Nicolas Domenach à l'instant et qu'il faut revenir aux faits. Et non pas aux hypothétiques affaires. C'est pas hypothétique, il y en a qui ont payé quand même. Christian Jacob. Je voudrais rappeler quand même qu'Alain Juppé a condamné et a payé pour d'autres, notamment pour Jacques Chirac. Je rappelle que Michel Roussin, qui était un homme dont la bouche était cousue de fil blanc, comme on dit, a payé, etc. Cette affaire va être jugée puisque c'est l'affaire dite de Nanterre. Donc effectivement, Alain Juppé a été condamné et on revient sur cette affaire qui a été jugée. Alors, je vous propose, il y a un effet de suspense quand même depuis aujourd'hui, qui porte sur la journée de demain. Pascal Robert-Diard, quelques questions, puisque vous étiez au tribunal tout à l'heure. La question de procédure soulevée aujourd'hui peut-elle empêcher Jacques Chirac d'affronter ses juges cette semaine? Elle le peut.
Elle le peut, puisque donc cette question de procédure, c'est ce qui s'appelle une question prioritaire de constitutionnalité. C'est cette invention qui a tout juste 1 an et qui permet aux citoyens, donc là en l'occurrence aux avocats, de saisir le Conseil constitutionnel. Donc ce qui se passe, c'est que quand cette question doit être transmise, est présentée devant un tribunal, le tribunal a l'obligation, si le prévenu n'est pas détenu, ce qui est le cas de Jacques Chirac, de surseoir à statuer en attendant, quand il transmet cette question à la Cour de cassation, pour qu'elle se prononce et pour qu'à son tour, elle réfléchisse à l'idée de transmettre ou pas au Conseil constitutionnel. Donc, on comprend bien que toutes ces hypothèses, évidemment, peuvent faire renvoyer le procès. Est-il possible que le procès n'ait jamais lieu ? Parce que c'est une des hypothèses, un des scénarios qu'on peut retenir. Alors, ça n'est pas tout à fait, je crois que cette hypothèse-là n'existe pas. Ce que l'on sent, moi je partage davantage l'avis de Nicolas Domenach. Je pense qu'on ne peut pas dire que Jacques Chirac s'est tenu à la disposition des juges et qu'il a toujours été extrêmement décidé à venir comparaître. Je crois qu'au contraire, toute l'histoire, effectivement, de son mandat présidentiel est une lutte incessante et permanente contre le temps. Et que voilà, gagner du temps. Donc cette offensive-là était éventuellement une nouvelle offensive de gagner du temps. Sauf que elle ne vient pas des avocats de Jacques Chirac. C'est très important. Parce qu'effectivement, ce qui se joue aujourd'hui et dont on aura la réponse demain à 13h30, on le répète ce soir, concerne Jacques Chirac, mais ne vient pas des avocats de Jacques Chirac. C'est très clair, et d'ailleurs les avocats de Jacques Chirac, Jean Weil en premier, a dit très clairement qu'il n'était pas forcément favorable à cette procédure. Maintenant, voilà, qu'est-ce qui va se passer ? Ce qui va se passer, c'est que, a priori, on peut imaginer que le tribunal va effectivement saisir la Cour de cassation de la question qui lui a été posée. Il peut aussi avoir pris des assurances auprès des magistrats de la Cour de cassation sur le fait qu'ils ne vont pas prendre 3 mois pour répondre, mais qu'ils peuvent répondre un peu plus rapidement. Et puis, effectivement, il y a cette autre hypothèse, qui est que Jacques Chirac est renvoyé, encore une fois, dans 2 dossiers, et que la question prioritaire ne porte que sur l'affaire de la mairie de Paris, ce qui permettrait éventuellement au tribunal de commencer pas demain, mais dès mercredi, l'examen des faits de Nanterre pour lesquels Jacques Chirac est le seul prévenu. Et dans ce cas-là, il comparaîtrait à partir de mercredi. Et dans ce cas-là, il comparaîtrait à partir de mercredi. Seul. Enfin, oui, parce que dans cette affaire-là, il est tout seul. Vous vouliez ajouter quelque chose, Christian Jacob ? Oui, c'est le dernier point que vous venez d'évoquer. C'est que la QPC est sur la partie Paris. Et donc, quel que soit, je dirais, le résultat, la décision qui sera prise demain à 13h30 de renvoyer ou non devant la Cour de cassation, il n'empêche que les faits reprochés dans l'affaire de Nanterre continuent. Donc, pour Jacques Chirac, le procès continue d'une manière ou d'une autre. Ensuite, juste une question. Oui. Même quand elles ne sont pas du tout le fait des avocats de Jacques Chirac, on va dire que, est-ce qu'avec toutes ces, alors, si je le dis de façon péjorative, on va dire manœuvres procédurières auxquelles souvent personne ne comprend rien, on ne va pas finir par avoir l'impression que Jacques Chirac veut éviter son procès, même quand ce ne sont pas ses avocats qui font le boulot, si je puis dire. Non, ça ne peut pas être le cas, puisque la QPC porte sur l'affaire Paris, et que Jacques Chirac est entendu sur Paris et sur Nanterre, et que de toute façon, le jugement continuera pour lui, même si il n'est plus qu'à être le seul prévenu, puisque les autres co-prévenus, eux, peuvent bénéficier de la QPC dans le cadre de l'affaire Paris, mais pour Jacques Chirac, ça ne change rien. C'est-à-dire que de toute façon, le procès continuera. L'autre point sur lequel je voulais revenir, sur le fait que Jacques Chirac avait toujours été à la disposition de la justice, le moment où il n'a pas été entendu, c'est le moment où il était président de la République. Et le statut pénal du chef de l'État, je crois qu'on est tous d'accord sur ce point, aujourd'hui, fait qu'il ne peut pas l'être. En revanche, dès qu'il ne l'a plus été, dès juillet 2007, il s'est mis à disposition de la justice. Il y a quelque chose de terrible, pardon Yves Calvi, dans la question que vous posez. C'est-à-dire, est-ce qu'il pourrait ne pas avoir lieu ce procès ? Parce que c'est terrible. Scénarii, on l'a compris aujourd'hui. Ça correspond en plus à cette petite musique qu'on entend. Alors venant de Christian Jacob, je comprends, parce que c'est un fidèle de Chirac, mais aussi de toute une grande partie de la gauche, en tout cas, selon laquelle, au fond, compte tenu des services qu'il a rendus à la nation, et c'est des vrais services, sur l'Irak, sur le Front contre le Front National, on devrait lui faire ce cadeau-là. Sauf que c'est pas
c'est pas concevable. Je veux dire, c'est pas concevable d'imaginer que droite et gauche s'entendent pour que quelqu'un soit au-dessus des lois. Je veux dire, qu'il y ait des passe-droits pour les gens d'en haut, parce que c'est ça qui ressort si jamais il n'y a pas procès. C'est-à-dire qu'au fond, gauche et droite s'entendraient, puisqu'on voit qu'Arnaud Montebourg même a atténué ses critiques, que François Hollande fait la préface de l'excellent livre d'ailleurs de Bruno Dive en disant que Chirac est formidable, voilà, et ainsi de suite, que les responsables. C'est un petit peu plus acide que ça. Oui, quand même, Bertrand Delanoë n'est plus passé un accord avec lui, bon, etc. Non, je mélange pas tout. Il y a un problème essentiel qui est qu'on a le sentiment que les politiques, au fond, s'entendent pour qu'on ne les juge pas comme les autres. Alors après, vous pouvez me dire, il doit être jugé comme tout le monde. N'empêche, c'est pas comme ça que ça se passe. On n'aborde peut-être pas tout de suite. Non, mais, alors, non, vous vouliez réagir et vous inquiétez pas, on va revenir sur l'accord de la Noé, si je puis dire. Mais... Parce que moi, je ne suis pas de l'avis d'Arnaud Montebourg, qui après avoir été comme ça, va-t-en-guerre, pour essayer, il y a quelques années, n'est-ce pas, d'attirer finalement quelques parlementaires à mettre en cause sur un plan politique Jacques Chirac, alors que nous avons toujours considéré qu'il fallait un jour que la justice passe et non pas faire un procès politique. Mais maintenant, en effet, moi je ne suis pas de son avis. Je pense qu'il faut que la justice passe exactement pour les raisons que vous venez de dire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser penser que dans la République, il puisse y avoir un traitement différent, qu'il puisse y avoir des passe-droits, vous avez tout à fait raison, pour des gens parce qu'ils ont été présidents de la République, qu'ils ont été ou ils sont ceci ou cela. Je pense que c'est désastreux pour la démocratie. Peut-être tout à l'heure nous parlerons de ces sondages qui défait la chronique, mais je pense que vraiment une des conditions, un des piliers de la démocratie, c'est que la justice soit la même pour tous. Alors maintenant, moi je ne m'offusque pas que des avocats utilisent des moyens de procédure. C'est de bonne guerre. Mais j'espère vraiment que ce procès va se tenir et qu'il concerne tout ou partie des affaires qui sont reprochées à l'ancien président de la République. Il faut que ce procès se tienne pour la santé même de la démocratie. Et moi, je ne fais pas partie de ceux qui disent « Ah ben, Monsieur Chirac est fatigué ». Oui, très bien qu'on le traite avec les égards nécessaires, dus à son âge, dus à son état de santé. Mais je pense vraiment qu'il faut que la justice passe, qu'elle passe avec sérénité, qu'elle passe avec calme, qu'elle passe avec mesure, mais il faut qu'elle passe. Bruno Dive, quel est l'objectif et quel est le climat en ce moment de ce que j'appellerais la famille Chirac? Comment ça se passe et ont-ils un objectif pour protéger familialement et affectueusement le président de la République? Alors je crois qu'ils ont tous l'objectif de protéger Jacques Chirac. Ils ont eu des objectifs assez différents. Je crois que pour Bernadette, il s'est agi toujours de lui éviter le procès. Elle a fait son maximum. Et c'est elle qui a veillé de près à cet accord qui a été passé entre l'UMP sous l'égide de Nicolas Sarkozy avec la ville de Paris. Pour Claude Chirac, c'était un peu différent. Elle considérait que ce remboursement, et son père a longtemps partagé son avis, équivalait à une reconnaissance de culpabilité. Or, Chirac ne se considère pas comme coupable. Donc, ils étaient plutôt hostiles à cette procédure de remboursement. Et aujourd'hui, elle est plutôt dans l'idée de protéger son père de toute image. On voit bien au procès l'idée, à défaut d'avoir évité le procès, et moi je crois que Chirac, en tout cas son entourage, maintenant souhaite que vraiment on en finisse et que ce procès ait lieu. Même si ça donne il y a une suspicion légitime parce qu'en effet, tout le monde a raison. Pendant des années, il a essayé d'échapper à la justice, donc on le soupçonne encore aujourd'hui de vouloir y échapper. Je pense que ils sont plutôt embarrassés par cette procédure de QPC qui est tombée là ce week-end. Vous venez de dire que finalement il y avait eu des dissensions, des différentes d'analyse au minimum familiales entre Claude Chirac, Bernadette Chirac, peut-être même le président Chirac lui-même. Est-ce que c'est encore Jacques Chirac qui décide? Est-ce qu'il est à la manœuvre? Parfois on dit mais c'est Claude qui verrouille tout. Donc voilà, est-ce qu'il assume en tant que tel et en ayant bien conscience de ce qui se passe et en décidant d'aller à la bataille? Il est un peu passif, je pense. Hein. C'est clairement son épouse qui était à la manœuvre pour la procédure de remboursement. Et il y a une scène que je raconte et qui me paraît tout à fait éloquente. C'est ce déjeuner avec Nicolas Sarkozy l'année dernière, auquel il ne voulait pas aller. En tout cas, il ne voulait pas participer à la discussion sur le remboursement des emplois fictifs. Il s'est laissé faire, il s'est laissé convaincre. Il a refusé d'en parler, ou il a parlé de toute autre chose pendant le repas. Et donc, finalement, il s'est rallié à cette idée. Vous voyez, donc il est toujours un petit peu
en retrait, en revers de la main. Est-ce qu'il comprend ce qu'on lui reproche, Jacques Chirac? Voilà, donc je crois qu'il ne comprend pas, ou alors, là c'est toujours pareil, il est un peu comédien. Peut-être qu'il fait lui ne pas toujours comme comprendre. tout non responsable politique, il peut être comédien, ça c'est sûr. Oui, il a quelques années d'expérience. Donc, en tout cas, il considère, lui, que ces emplois fictifs ne l'étaient pas, qu'il appartient à une époque où, il ne faut pas oublier qu'il a commencé sa carrière au temps d'Henri Queuille, hein, donc, où la politique en Corrèze, Henri Queuille était un élu corrézien, ça consistait à rendre service, et à rendre des services. Et Chirac, il a été élevé et il a continué à agir dans cet état d'esprit. Et puis il y a eu ce problème du financement des partis, où il fallait se débrouiller avec les moyens du bord et on n'était pas trop regardant. Et donc ces emplois fictifs... Je disais en début d'émission, il est de cette génération qui a voulu ignorer les questions d'argent, voilà. Mais on sait qu'il en faut de l'argent en politique et qu'il en faut beaucoup. Et voilà, exactement. Et donc aujourd'hui... Enfin, je pense qu'il sait très bien que la justice, savait très bien que la justice allait le rattraper. C'est sa hantise depuis qu'il est à l'Élysée. Mais les pratiques qu'on est en train d'évoquer, vous racontez quand même qu'il y a encore peu de temps, il voulait faire engager quelqu'un amicalement, par amitié, au Conseil constitutionnel. Il le demande à son ami Jean-Louis Debré. C'est une histoire que m'a racontée Jean-Louis Debré pour bien montrer que Chirac est sincère et ne comprend pas vraiment ce qui lui arrive parce qu'il continue, en effet, et alors là c'est d'une manière totalement désintéressée puisqu'il ne demande plus rien, il a demandé à embaucher, il a écrit une lettre manuscrite à Jean-Louis Debré pour lui demander d'embaucher la fille d'un commerçant de Meymac en Corrèze, et avec annoté au feutre rouge, ce qui est cocasse parce que on sait très bien que c'est comme ça qu'il a été pris dans l'affaire des emplois fictifs, avec une malheureuse annotation un jour pour embaucher une secrétaire à l'hôtel de ville. Vous avez compris qu'on sourit, on sourit et on finit par trouver ça sympathique. Il est sympa le bonhomme, mais bien sûr, et il a fait ça pour des dizaines de gens, pour des pays, des familles, des amis dans le besoin, des hommes dans la souffrance, c'est vrai. Et en même temps, c'est un système. On dit que Lionel Jospin demandait à ses ministres d'arrêter de dire partout qu'il était sympathique quand ils étaient en période de cohabitation. Mais en même temps, c'était un système, pour conquérir le pouvoir, eh bien, il fallait acheter les radicaux. Eh bien, on achetait les radicaux, puis il fallait acheter le CNI, les membres du CNI, pour la droite, et on les achetait, et ainsi de suite. Et on s'attirait, on se liait, comme ça, des affidés. C'est comme ça qu'il fallait conquérir, et qu'il a conquis ensuite le pouvoir, et qu'il a battu Balladur comme ça. Il faut dire les choses comme elles sont, parce qu'il avait réussi à faire une contre-armée qu'il avait attirée à lui grâce aux subsides, aux postes, aux arrangements. Donc il y a les deux, il y a le côté sympa et il y a le côté système. Est-ce que vous l'avez vu tenter de bloquer le système lorsque vous étiez garde des Sceaux, puisqu'on discute de ça aussi ce soir, Elisabeth Guigou? Oui. Quand il y avait un juge de Nanterre qui enquêtait sur une partie de ces affaires, qui étaient nombreuses en effet, et à Nanterre, il y avait un procureur qui s'appelait Yves Bott, pourtant pas la réputation d'être très hostile à la majorité actuelle, mais ce procureur-là avait laissé faire le juge de Nanterre, qui avait quand même fini par rendre une ordonnance qui devait logiquement aboutir à la mise en examen de M. Chirac s'il n'avait pas été protégé par l'immunité que lui avait accordée le Conseil constitutionnel. Oui, à ce moment-là, j'ai reçu un appel de M. Chirac qui m'a dit pourquoi est-ce que comment est-ce que vous expliquez ça? Pourquoi est-ce que le procureur se comporte comme ça? Je lui ai dit, Monsieur le Président de la République, vous savez très bien que nous n'intervenons pas dans les affaires de justice et par conséquent la justice fait son cours. Maintenant, il y a une interprétation à avoir de l'immunité pénale du chef de l'État. Donc, il a été aussi direct que ça, c'est-à-dire en période de cohabitation avec son garde des Sceaux, il a cette conversation. Oui, mais est-ce que vous pensez qu'il vous suggérait le fait que vous auriez pu éventuellement essayer de bloquer l'affaire? Et il n'a pas suggéré ça, il m'a dit comment ça se fait, il était quand même assez remonté, et je lui ai dit mais moi nous avons un principe, et oui, enfin c'était... bon, alors, ça s'est produit une fois. Il faut dire aussi que quelque temps auparavant, quand je venais d'arriver, j'avais déclaré que le président de la République était injusticiable comme les autres, me fondant sur des analyses fort savantes, en particulier d'un ancien garde des Sceaux RPR, M. Jean Foyer, qui avait fait l'analyse dans beaucoup de manuels que pour les actes détachables de la fonction, détachables, il y avait une responsabilité. Donc naïvement, je venais d'arriver, je me suis fondé là-dessus pour lâcher cette phrase qui m'a ensuite été reprochée, y compris par des amis politiques. Bon. Mais ceci dit,
c'est vrai que M. Chirac n'a jamais cherché à faire obstruction. Je ne parle pas de son affaire particulière, mais sur la politique que nous menions en matière de justice, par exemple, au début en tout cas, jusqu'au tournant de l'année 2000, il proclamait partout qu'il était tout à fait d'accord. Je me souviens d'une caricature de Plantu, représentant qui disait notre réforme, voilà, parce que j'ai vu le président Chirac devant moi à l'École nationale de la magistrature dire vraiment ce qui est fait sur la présomption d'innocence, sur le respect de l'indépendance de la justice, c'est très bien. Donc on avait quelquefois le sentiment, en effet, d'une sorte de dissociation, si vous voulez, avec... je me suis demandé, puisque sur le plan des principes, il a prouvé ce que nous faisions, ça a changé encore une fois vers la fin de l'année 2000, je me suis demandé quelquefois s'il réalisait totalement qu'il y avait eu des lois sur les financements des partis politiques qu'on ne pouvait plus, en effet, parce que quand même, certains des faits qui lui sont reprochés viennent après le vote de ces lois. Donc tout ça n'est pas anodin. Voilà, mais c'est un personnage complexe et je comprends que beaucoup de livres intéressants soient écrits sur lui et qui passionnent les Françaises et les Français. Christian Jacob, finalement, peut-être voulez-vous réagir à ce que vient de dire Elisabeth Guigou, mais finalement, qu'est-ce qui est pire, un ancien président au banc des accusés ou un ancien président jamais jugé ? Non, mais sur le fait jamais jugé, il n'y a pas de débat. Encore une fois, Jacques Chirac souhaite être jugé. Mais je vous demande votre avis à vous, qui êtes plus qu'un ami, et on pourrait dire... Si c'est un avis purement personnel, je trouve qu'on est... il y a le fait que ce projet aujourd'hui, à titre personnel, je le trouve ce procès un peu décalé, parce qu'effectivement, on est 20 ans après. Ceci étant, la position de Chirac a toujours été très claire sur ce sujet, et elle le demeure. Je rappelle à Elisabeth Guigou qu'il a été, comme elle le sait, à l'origine de deux des principales lois sur la moralisation des financements dans la vie politique, puisqu'il y a eu la loi de 88, dont il a été à l'origine, celle de 90, qui a été sous un gouvernement de gauche, et celle de 95 également. Donc sur ces trois lois, deux émanent de Jacques Chirac. Donc ce souci de moralisation, il a fait partie des personnalités politiques qui ont le plus avancé pour la transparence du financement de la vie politique. Et sur là, il sera jugé, il le souhaite, et de toute façon, quel que soit l'aboutissement de la QPC qu'on évoquait tout à l'heure, il le sera de par l'affaire de Nanterre. Je vous repose la question que je posais tout à l'heure à Bruno Dive. Est-ce que vous pensez qu'il comprend, mais profondément, ce qui se passe en ce moment, ce qu'on lui reproche? Écoutez, oui, je pense que... Non, mais c'est pas un défaut d'intelligence, on s'est bien compris. On est aussi dans... C'est la difficulté que nous avons, notamment au moment des faits qui lui sont reprochés. On est dans une logique de cumul de mandats, avec, à certains moments... Prenons l'exemple en 88. 86, 88, Jacques Chirac est Premier ministre. Il va inaugurer le Salon de l'Agriculture. Qui organise son déplacement? C'est Matignon, mais il est aussi maire de Paris. C'est Matignon, c'est la mairie de Paris, c'est la voiture de la mairie de Paris qui doit l'emmener, c'est la voiture de Matignon. Il n'y a qu'une seule personne à l'arrivée. Et donc, à un moment, quand on est au service de l'intérêt général, et Nicolas Demenac le rappelait, et il y a au moins quelques points qu'on partage, c'est celui-là, c'est le souci, je crois, qu'a toujours eu Jacques Chirac de servir l'intérêt général. D'ailleurs, dans cette affaire, pas 1 euro d'enrichissement personnel, c'est d'ailleurs dans l'ordonnance du juge, et signifié qu'il n'y a pas 1 euro d'enrichissement personnel. Donc on est complètement dans l'intérêt général, avec le fait qu'il y a effectivement un cumul de différentes responsabilités, et qu'à un moment, il n'y a qu'un Jacques Chirac avec 2 ou 3 responsabilités. Nicolas, oui. Non, c'est la défense, pardon, Christian Jacob, que font tous ceux qui sont impliqués dans les affaires ces dernières années, notamment. Écoutez, jusque maintenant, j'y suis pas. Non, mais tant mieux, mais que ce soit dans l'affaire Wörth, que ce soit dans l'affaire MAM, etc., il n'y a pas d'enrichissement personnel. C'est le cas, même si ça vous gêne. Mais qu'est-ce qu'on commet comme horreur, si j'ose dire, sans enrichissement personnel? Parce que quand même, je veux dire, dans tous ces cas-là, je veux dire, on se permet tout. Je veux dire tout, parce que à l'arrivée, c'est quand même, en l'occurrence, c'est
les Parisiens qui ont payé les campagnes de Jacques Chirac. Alors on peut considérer que c'était normal, on peut considérer qu'à l'arrivée il a fait beaucoup pour la France, encore une fois. En attendant, c'est répréhensible et pour des bonnes raisons quand même. Ça je le remets pas en cause. Simplement, encore une fois, on est sur une vingtaine d'emplois, sur 40 000 fonctionnaires à la mairie de Paris, donc il faut aussi relativiser les choses. Et par ailleurs, quand je dis pas 1 euro d'enrichissement personnel, c'est pas moi qui le dis, c'est le juge dans son ordonnance. Oui. Alors, juste une chose quand même, parce que oui, mais enfin, c'est ce qui est écrit dans l'ordonnance. Je me tourne vers vous. C'est ce qui est écrit dans l'ordonnance, mais je vais me tourner vers vous auparavant simplement, Nicolas Domenach. Entre autres choses que vous publiez dans Off, qui paraît chez Fayard, visiblement, Nicolas Sarkozy sait, ou en tout cas évoque devant vous ce qu'on pourrait reprocher à Jacques Chirac. Il a une formule. Écoutez, la dernière fois que nous nous sommes vus avec Nicolas Sarkozy, président de la République, c'était effectivement à l'Élysée, il y a un peu plus d'1 an, où nous lui avions fait reproche de parler tout le temps d'argent et qu'il allait gagner de l'argent plus tard, etc. Et il s'est mis en colère et il nous a dit mais vous n'avez jamais reproché à mes prédécesseurs, au fond, de s'en mettre plein les poches. Alors ils se sont tous mis plein les poches, nous dit-il, et en particulier Jacques Chirac. Alors j'avoue qu'on était un peu quand même surpris puisque nous pensions et il est revenu là-dessus en disant qu'effectivement ils avaient tous pris du pognon et lui en particulier. Mais je lui laisse la responsabilité de ses propos. Là. Quelle façon de s'exprimer quand même. C'est la version selon Nicolas Domenach. Non, nous étions 3. Donc c'est aussi celle de Maurice Zaffran, pardon, qui était témoin avec moi. Et nous avons même ajouté que Jacques Chirac, lui, n'en avait pas plein la bouche de l'argent, s'il en avait peut-être plein les poches. Vous voyez. Et vous réagissez comment quand vous entendez ces propos dans la bouche du président de la République? Ça nous met en colère, puisqu'une des raisons de nos divergences, nos dissentiments avec Nicolas Sarkozy portent précisément sur l'argent et sur le fait, au fond, de le voir partout, d'en mettre partout, d'en faire l'alpha et l'oméga de toute la société. Alors, Pascal Robert-Diard, j'ai vu que vous vouliez réagir au moment où on évoquait le problème de l'enrichissement personnel et du fait que régulièrement, dans ces dossiers de financement de la vie politique, on dit, mais regardez, ils ne se sont pas mis un sou dans la poche. Finalement, ils ont fait vivre la vie politique française. Oui, non, ce qui est vrai, c'est qu'effectivement, il est très clairement précisé qu'il n'y a pas d'enrichissement personnel. Mais c'est quand même un petit peu plus compliqué que ce que vous dites, parce que là, effectivement, on a une affaire qui porte sur 28 emplois fictifs. Très bien. Mais je peux citer l'ordonnance de renvoi rapidement. En toute connaissance de cause, Jacques Chirac a utilisé le patrimoine de la ville de Paris pour servir les intérêts du parti qu'il présidait. Donc en fait, on lui reproche d'avoir utilisé l'argent de la ville de Paris pour sa carrière nationale et pour le parti qu'il présidait à l'époque. Alors, ce qu'il faut rappeler sur le contexte, évidemment, ces faits ne sont pas reprochés à Jacques Chirac personnellement, mais c'est qu'effectivement, il y a eu un certain nombre d'affaires. Il y a eu l'affaire des HLM de Paris, il y a eu l'affaire des marchés publics d'Île-de-France, il y a eu toutes ces affaires dans lesquelles beaucoup de cadres intermédiaires et de trésoriers et jusqu'au ancien secrétaire général du RPR ont été condamnés. Il y a quand même des gens, vous prenez effectivement Michel Roussin, vous prenez une femme comme Louise-Yvonne Casetta, ce sont des gens qui ont vécu 12 ans, 14 ans de procédures judiciaires, qui ont été condamnés à de multiples reprises dans des tas de procès. Et que dit l'arrêt qui a condamné Alain Juppé par la Cour d'appel de Versailles en 2004 ? Il dit que justement en répondant à la question de l'enrichissement personnel, mais en disant que c'est un système de financement, que ces personnes ont contribué à l'instauration d'un système qui effectivement permettait le financement du RPR. Alors c'est justement ce qu'a toujours réfuté le président de la République en disant qu'il réfutait la notion de système organisé. Bien sûr, mais c'est quand même au nom de ce système, encore une fois, que un certain nombre de responsables de son parti, le RPR, dont Alain Juppé, ont été condamnés. Donc c'est quand même compliqué d'expliquer aujourd'hui que ce système, il s'arrêtait, il prenait Louise-Yvonne Casetta, il prenait les trésoriers adjoints, il prenait les trésoriers, il prenait le secrétaire général, mais au-dessus il n'y avait personne. Christian Jacob. On n'est pas sur un système, on est sur 7 personnes dans l'affaire de Nanterre, si j'ai bonne mémoire. On est sur 7 fonctionnaires à qui on reproche d'avoir été affectés à des missions qui n'étaient pas les leurs à la mairie de Paris. C'est ça le sujet, si je l'ai bien compris. Donc on est loin d'un permanent du RPR, rémunéré par la ville de Paris. 7 personnes qui travaillaient pour Jacques Chirac. Et donc quand ils travaillent pour Jacques Chirac, est-ce qu'ils travaillent pour Jacques Chirac, maire de Paris? Est-ce qu'ils travaillent pour Jacques Chirac, président du RPR? En tout cas, Alain Juppé a été condamné pour ça. Et à nouveau, on ressort ces 7 emplois. Et Alain Juppé, déjà été jugés. ont remboursé la ville de Paris.
Donc, Alain Juppé, en tout cas l'UMP, ont remboursé la ville de Paris de son préjudice, au même titre que Jacques Chirac a déjà remboursé la ville de Paris de son préjudice. Vous savez comment... Il y a quand même qu'il y a plus de quelque chose. plaignants aujourd'hui. Oui, d'accord, mais enfin, il y y avait un préjudice. Les entreprises qui étaient racketées dans l'Île-de-France pour les marchés de l'Île-de-France versaient 2% au RPR de l'époque et ils appelaient ça parfumer le chien. Il faut parfumer le chien. Il faut croire alors que le chien n'avait pas de maître. Oui, mais... On est dans la caricature. Et dans, Non, on n'est pas dans du racket, on était dans des financements, effectivement, qui ont fait lieu, d'ailleurs, pour un certain nombre d'entre eux de condamnations, mais aussi dans des systèmes de financement de la vie politique que Jacques Chirac a permis de moraliser, entre autres avec la loi de 88. Ensuite, ça a été fait par une deuxième loi en 90 et une troisième à l'initiative de Chirac, à nouveau en 95. Bruno Dive, ensuite Elisabeth Guigou, et puis après j'aurai des questions à vous poser, finalement, peut-être sur l'état de santé aussi en ce moment de Jacques Chirac. Oui, pour dire que le système ne doit jamais remonter jusqu'à la tête. Et pour revenir aussi à la question précédente de Chirac qui ne veut pas savoir. Juppé, par exemple, n'a jamais eu une conversation sur les emplois fictifs depuis sa condamnation n'a jamais eu une conversation avec Chirac sur cette affaire d'emploi fictif depuis son départ au Canada, il y a 6 ans. Vous voyez, c'est quelque chose. Il y a une espèce de mur. Pour lui, c'est du passé. Alors, Juppé dit, il a zappé. Voilà, c'est comme ça. Et si vous parlez à Henri Emmanuelli, il vous dira la même chose à propos de Lionel Jospin. C'est-à-dire qu'on a affaire à des espèces de grands fauves qui considèrent, qui savent, qui devinent ce qui se fait plus ou moins, qui l'ordonnent plus ou moins, mais qui ne veulent pas savoir, qui ne veulent pas mettre les mains dans le cambouis et qui ne veulent plus en entendre parler. Il y a quand même, je voudrais pas tout qu'on mélange. Hein. Là, il y a des faits qui sont avérés. Non, il y a mais un Henri préjudice. a été condamné Mais parce que vous citez des noms comme ça, il y a, c'est quand même pas tout à fait. Là, il y a des faits qui sont avérés. On a des ordonnances de plusieurs juges d'instruction. On est devant un tribunal. Il y a un préjudice qui a été chiffré pour la mairie de Paris, qui a été d'ailleurs indemnisé par Alain Juppé pour commencer. Et maintenant, qui a été réclamé, M. Chirac, 2,2 millions d'euros, c'est quand même pas rien. Que la ville de Paris et les contribuables parisiens aient été indemnisés, je trouve que c'est bien la moindre des choses. Hein. Et que ensuite, on n'aille pas prétendre que c'est parce qu'on aurait indemnisé la ville de Paris qu'il faudrait s'abstenir, dès lors qu'il n'y avait plus la partie civile de la ville de Paris, de juger au pénal M. Chirac. Les indemnités en matière civile n'ont rien à voir avec le procès pénal. Non, mais moi, ça n'empêche pas. Je dis ça pour une remarque. Je dis ça pour l'amalgame que vous avez fait tout à l'heure, qui ne me paraît pas vraiment justifié. Et deuxièmement, simplement, Bruno Dive va rappeler ce qui est vrai qu'Henri Emmanuelli avait été condamné dans l'affaire Romain. Voilà. Après, très bien. Oui. Pour quelque chose. Non, mais attendez. Il était trésorier quand Jospin était premier secrétaire. Non, mais d'accord. Mais en tout cas, jamais. Moi, je ne vous autorise pas à faire le parallèle entre la situation vis-à-vis de la justice de M. Chirac et la façon dont et Lionel Jospin. Ça n'a rien à voir. Alors maintenant, sur les indemnités de la ville de Paris. Franchement, tout à l'heure, vous disiez Delanoë. Non, Delanoë, il n'a pas. Non, Delanoë n'a pas fait preuve d'indulgence particulière vis-à-vis de Jacques Chirac. Il s'est comporté en maire de Paris qui demande une indemnisation pour les Parisiens. Et c'est pas parce que, d'abord, c'est une reconnaissance. Premièrement, de culpabilité de la part de Jacques Chirac. La preuve, c'est qu'il y a eu un débat dans son entourage pour savoir s'il fallait l'accepter ou pas. Et deuxièmement, ça n'empêche pas le procès pénal. En aucune façon. En aucune façon. Sincèrement, Elisabeth Guigou, puisque l'UMP et Jacques Chirac se sont engagés à rembourser à la ville de Paris les sommes en cause, et que Bertrand Delanoë n'est plus partie civile, est-ce que vous ne ressentez pas que l'on puisse s'étonner, se poser des questions et avoir l'impression que finalement il y a des arrangements qui se font à l'arrivée au nom de principes. Vous pourriez dire ça s'il y avait 2 poids 2 mesures par rapport aux gens qui ont lésé la ville de Paris. Mais dès lors qu'il y a une continuité dans l'attitude de la ville de Paris vis-à-vis de M. Blondel, par exemple, dont on sait que son chauffeur a été payé sous M. Chirac par la ville de Paris, eh bien, M. Blondel a proposé de rembourser et à ce moment-là, la ville de Paris a retiré sa plainte ayant reçu l'indemnité due aux Parisiens. C'est exactement la même attitude qui est tenue
à l'égard de M. Chirac. Ça n'empêche pas le procès pénal. D'ailleurs, il y a d'autres parties civiles. On a commencé à le voir cet après-midi. Il y en aura d'autres. Donc ça n'empêche en rien. Et même s'il n'y avait aucune partie civile, de toute façon, il pourrait y avoir un procès pénal. Ce qui est très choquant en la matière, c'est que ce soit le procureur de la République, sous instruction évidemment du pouvoir, qui ait déclaré qu'il y avait matière à non-lieu ou à relax. Alors ça, c'est parfaitement choquant, oui, parce que compte tenu... Vous n'empêcherez pas l'opinion publique d'entendre un procureur dire qu'il y a non-lieu et après constater par ailleurs que Bertrand Delanoë n'est plus partie civile. Les deux choses conjointement, quand même, à un moment se renforcent. Non, d'abord parce que c'était pas concomitant, et ensuite, non. Et que ça n'a rien à voir. Même s'il y avait aucune partie civile, encore une fois, de toute façon, le procès pénal pourrait se tenir, et d'ailleurs il se tient malgré les réquisitions du procureur, réquisitions de relax ou relax, je crois, en l'occurrence. Donc non, la justice passe de toute manière. Donc c'est pas la peine d'essayer de dériver. Il y a la responsabilité de M. Chirac. D'autres ont été mis en cause. Je trouverais bizarre, moi, que M. Juppé ait été condamné, ait été déclaré inéligible, et que tout d'un coup, pour des faits avérés quand même. Bon, on découvre que... Alors, non, la justice doit passer, encore une fois, avec sérénité. Moi, je pense que il faut tenir compte de beaucoup de choses. Personnellement, je trouve que ça vient bien tard, mais c'est un système institutionnel qui épargne complètement de toute responsabilité pénale, y compris pour les actes qui n'ont rien à voir avec les fonctions de président de la République, un président de la République en exercice. J'espère qu'un jour on changera ce système, c'est mon opinion personnelle. Un mot de Nicolas. Juste sur ce dernier point, c'est là aussi Jacques Chirac qui était à l'initiative de la réforme du statut pénal du chef de l'État. C'est-à-dire la dernière modification de la Constitution. De 2008, non, mais 2007. Non, on va pas se lancer là-dedans maintenant si vous le voulez bien. Non, merci. Attendez, c'est celle de 2007. parce que là, franchement, il n'y a pas de quoi se glorifier. Nicolas Domenech, vous voulez intervenir? Jacques Chirac en moralisateur de la vie publique, sauf qu'il a fait des choses formidables, notamment, je le répète, en Irak, mais là, sur la moralisation de la vie publique. C'est quand même lui qui a été l'initiative des deux lois. Je voudrais quand même compléter deux choses. Pardon, Elisabeth Guigou, pardon, vous empêcherez pas quand même un sentiment de malaise, parce que d'ailleurs, partagé au sein de la gauche, où les débats ont été vifs sur le fait que l'accord puisse se faire comme ça entre l'UMP, Bertrand Delanoë et Jacques Chirac. C'est pas l'UMP. Oui, enfin bon, quand même, c'est comme ça, c'est ce à quoi ça arrive, parce que ça donne encore une fois le sentiment que politiquement, l'accusation de gauche, en tout cas, se défausse au fond et qu'on arrive à un procès. Mais la gauche n'a pas à accuser. Est-ce que Nicolas Domenech peut terminer sa phrase? Deuxième point, quand même, vous nous dites, la gauche n'a pas accusé, la gauche n'est pas un juge, vous avez fait très bien que vous défendiez Lionel Jospin, François Mitterrand et tutti quanti. N'empêche que chez ces hommes politiques-là, qu'ils qualifiaient, je crois, de grands fauves, il y avait chez tous la même attitude de déléguer tout ce qui était ces sales besognes à ceux d'en bas. Voilà. Et on ne voulait pas savoir, et puis si c'était fait de manière vraiment qui était répréhensible, et ben c'est eux qui paieraient, c'était pas les grands chefs. Et ben ça, c'est pas admissible. Voilà, il faut le dire, il faut le reconnaître. Il ne faut pas dire que Mitterrand, les autres ont fait différemment. Pascal Robert-Diard, vous voulez intervenir? Est-ce que j'ai prononcé le nom de Mitterrand? Non, mais apparemment, quand on prononce celui de Jospin, contre lequel aucun grief n'est retenu d'aucune façon, vous réagissez. Donc c'est normal qu'on en débatte. Est-ce qu'on évoque des pratiques politiques qui ont eu lieu pendant des années que j'estime injustifié? Quant à vous, oui, ce que vous venez de dire, j'ai fait un amalgame en matière de psychologie, sur le fait pas en matière judiciaire. La gauche devrait se muer en juge ou en procureur. Pas dit juge, j'ai jamais dit une seule fois. C'est pas notre rôle. Nous ne devons pas accuser. Il y a un préjudice pour les contribuables de la ville de Paris. La ville de Paris est indemnisée et encore une fois, ça n'empêche pas que nous réclamions que la justice passe. On va oublier la ville de Paris. D'abord, quelques nouvelles sur la santé du président Chirac. Vous le voyez régulièrement, Christian Jacob, et encore récemment au Salon de l'Agriculture. Alors moi, je vous pose la question très simplement, comment va-t-il ? Écoutez, il va bien comme quelqu'un qui a 78 ans, mais qui est aussi fatigué, parce que qui a mené une vie intense pendant 50 ans d'activité professionnelle. Il a été branché sur le 200 000 volts, et donc forcément on se fatigue un peu plus que d'autres. Mais au-delà de ça, il va bien. Moi, je le vois régulièrement. On a des conversations passionnantes, mais il a l'âge qui est le sien, et il est fatigué. Vous savez, on a peu d'exemples de gens qui ont vécu aussi intensément.
pendant 40 ans de sa vie politique, il a été dans le top 2 de la classe politique française. Pendant 40 ans sans discontinuer. Et quand on sait ce que cela implique comme engagement, eh bien, bon, il y a un moment où on peut être un peu plus, où les années comptent un peu plus que pour d'autres. Bruno Dive, est-ce que dans l'entourage de l'ancien président, sa santé est un sujet tabou? Ah oui, c'est un sujet tabou et en même temps, on voit bien que ça l'est de moins en moins parce qu'on voit bien la façon dont ils en parlent. C'est pas ce que vient de dire Christian Jacob, mais il passe par de hauts et des bas. C'est un homme fatigué, donc ça laisse bien entendre que c'est quelqu'un qui n'a plus du tout l'allant et la santé qu'il a eu. Il en avait beaucoup aussi. Il avait beaucoup d'énergie. Je crois qu'il y a eu deux phases de diminution dans son état de santé. C'est le départ du pouvoir en 2007. Et ça, c'était presque inévitable. Et on a vu que pour tous les présidents... Vous expliquez dans les premières pages de votre livre qu'il s'est quand même préparé pendant un certain temps à une troisième campagne. C'est-à-dire que il y avait même une équipe qui travaillait là-dessus à l'Élysée. C'est au cas où... Jusqu'à son AVC de 2005, il espérait pouvoir se représenter. Après, ça a été un petit peu... ça a été mis en retrait. Et il a quand même espéré... Disons qu'il n'a pas vraiment espéré, il n'y a pas vraiment cru, mais il a guetté l'opportunité de pouvoir se représenter. Et surtout, il n'a jamais cru, mais jusqu'au bout, il n'a jamais cru aux chances de Nicolas Sarkozy. Il a toujours dit à ses proches, je ne sais pas si vous le confirmerez, que il va s'effondrer. Il a beaucoup reproché à Juppé, par exemple, de s'être prononcé trop tôt pour Nicolas Sarkozy, parce qu'il dit il faut encore attendre, il peut s'effondrer, il ne pourra pas être candidat. Et s'il a nommé Villepin, c'était aussi c'était pas pour nommer un dauphin, c'était pour que Villepin et Sarkozy s'entretuent et que lui, éventuellement, puisse tirer Marron du feu. Ça n'a pas été possible pour diverses raisons. Alors, je rappelle que la ligne officielle, en tout cas sur la santé de Jacques Chirac, a été fixée par Bernadette Chirac sur Europe 1, le lendemain de l'article du journal du dimanche évoquant la maladie d'Alzheimer. On va la réécouter. Les médecins lui ont dit qu'il n'a pas la maladie d'Alzheimer. Je les crois. Il a 78 ans. Il n'est plus exactement ce qu'il a été. Il a des difficultés de marche, de temps en temps, et d'audition. Il a parfois des troubles de mémoire. Et à certains moments, il peut faire la preuve d'une forme d'impatience, même si, à mon égard, cela ne présente pas, hélas, un caractère de nouveauté. Je ne peux pas s'empêcher. Il est drôle, Bernadette. Pas tout le temps. Hein. Non, mais là, en l'occurrence, c'est un des éléments d'ailleurs, c'est aussi dans son livre. C'est un des éléments de sa vie qui est pas forcément facile. Le fait qu'il se retrouve maintenant, ils ont une relation toujours très forte entre eux, mais se retrouver en tête-à-tête avec Bernadette, je ne sais pas si je le souhaiterais vraiment mon meilleur ami. Enfin voilà. C'est agréable, bravo. Honnêtement, franchement. Disons qu'elle contrôle son emploi du temps. Elle contrôle son emploi du temps. Avec Jacques Chirac, alors, la santé, je vous pose la question autrement. Est-ce que la santé d'un ancien président de la République, c'est une affaire privée, Nicolas Domenach? Non. Jacques Chirac, il s'est donné à la France. Un ancien président de la République. Il s'est donné à la France, Chirac. Je veux dire, il appartient à la France d'une certaine façon. Je rappellerai aussi qu'il est membre du Conseil constitutionnel. Je veux dire que donc le problème de la santé de Jacques Chirac nous concerne tous, nous préoccupe tous et nous affecte tous d'ailleurs, parce que c'est vrai que ça nous touche. Vous le disiez tout à l'heure, c'était un symbole d'énergie, de force, de vitalité, un exemple même pour tous et pour tous les hommes politiques. Et donc le fait de voir qu'il n'est pas à ce niveau-là, ça mérite d'être raconté, d'être regardé de près. Est-ce que Pascal Robert-Diard, le président de la République, peut être déclaré malade lors du procès? Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le procès s'arrête? Je pense que ça a été à un moment donné envisagé. Par qui? Par l'entourage de Jacques Chirac, qui a l'air d'être quand même là-dessus, qui a beaucoup hésité. Effectivement, il y a eu ce moment, je crois, tout a été... Ils ont absolument tout voulu faire pour que Jacques Chirac ne comparaisse pas. Il faut quand même voir que, effectivement, une fois qu'on est dans le dossier, on dit, bon, il reste pas grand-chose, etc. Mais pour l'âge qui est le sien, au moment de la vie auquel il arrive, je veux dire, on a quand même un ancien président pense à l'histoire. Aujourd'hui, l'enjeu pour Jacques Chirac, ce sont les mémoires qu'il a écrites, c'est de présenter le bilan d'une carrière politique absolument extraordinaire. Que la dernière image publique de cette carrière politique soit celle d'un prévenu de droit commun devant un tribunal ordinaire a quelque chose de terrible. Et donc ça, je pense qu'effectivement, ça a été très très fort. Maintenant, entre l'humiliation d'une comparution
dont il peut quand même faire quelque chose. Et puis, l'aveu public que l'ancien président de la République est aujourd'hui un homme diminué, c'est compliqué. C'est compliqué. Christian Jacob, on se souvient que notamment les guignols de l'info ironisaient tout le temps à l'époque où ils disaient en permanence, alors évidemment, avant de rentrer en campagne, mon Dieu, qu'est-ce que je m'emmerde. Moi, ma question là aussi, elle est simple, c'est est-ce que tout simplement ce président s'ennuie parce qu'il n'est plus dans les 40 années que vous évoquiez il y a quelques années où il donnait le plein rendement de son activisme et de son activité? Il y a eu un temps d'adaptation, c'est indiscutable. C'est-à-dire que quand vous quittez effectivement, et en fait c'est 50 années de vie intense, mais 40 au plus haut niveau de l'État, du jour au lendemain, effectivement il y a un choc, et qui ne l'aurait pas. Donc il a eu un temps d'adaptation à cela, avec sa fondation, le fait de retrouver des amis qu'il voyait moins avant, donc reprendre du temps pour lui. Donc ça a été des habitudes de travail complètement différentes de ce qu'il avait. Et il y a eu une période, oui, effectivement. Mais vous diriez qu'il a souffert de solitude, parce que parfois il y a des moments où on se demande si c'est pas lui qui s'isole d'une certaine façon. Je pense qu'il a pas. D'abord parce que c'est quelqu'un qui a une vie intérieure intense et puis beaucoup de passion. C'est-à-dire que ses passions pour l'histoire, pour l'art, pour la poésie. Il y a beaucoup de sujets qui l'intéressent, qui lui ont toujours d'ailleurs permis d'avoir son jardin secret. C'est-à-dire que tous les gens qui voyaient Jacques Chirac comme un extraverti, c'est tout sauf ça. C'est justement quelqu'un qui a un vrai jardin secret, qu'il a toujours préservé, ce qui n'empêche pas d'avoir la convivialité qu'on lui connaît, la gentillesse qu'on lui connaît, mais d'avoir aussi son propre précaré. Et donc il a fallu un peu de temps pour s'adapter à cela, mais je crois qu'aujourd'hui il est complètement dans ce rythme. Bruno Dive. Ça n'a pas été spontané. C'est le pouvoir. Pour un retraité normal, il aurait une vie relativement active parce que bon, il a sa fondation, il est au Conseil constitutionnel, il participe à la rédaction de ses mémoires, et puis il a ce bureau où il reçoit pas mal de visites. Mais il est évident que après 40 ans de vie politique effrénée, d'élections à préparer, de conquête, de reconquête du pouvoir, aujourd'hui c'est un homme sans but. Donc ça c'est très difficile à vivre. Non, c'est pas sans but. Ça, je suis pas d'accord avec ça, parce qu'il y a beaucoup de choses, notamment je pense dans le domaine de l'art, qu'il passionne, des discussions qu'il ne prenait pas le temps d'avoir, qu'il a maintenant. Il peut se consacrer à ses vraies passions. Voilà. Oui, c'est ça. Il peut c'est aussi un homme qui se retrouve avec. Il y a eu quand même un moment de déprime, vous le racontez vous-même, très difficile à surmonter, et d'autant plus difficile d'ailleurs peut-être que son successeur n'a tenu aucun des engagements, vous le racontez d'ailleurs aussi, qu'il avait pris envers lui, notamment de mettre au gouvernement un certain nombre des proches. Il s'est senti un peu. Voilà, il s'est senti un peu trahi et humilié. Oui, il avait demandé la nomination à Sarkozy de garder Barouin et Thierry Breton notamment. Il avait demandé la nomination de son futur gendre Salah Barou, et rien de tout cela n'a été fait. Ensuite, il a dû endurer les piques, les avanies que Sarkozy lui faisait subir, et il s'était interdit de lui répondre. Et puis il s'était installé aussi, il a installé ses bureaux d'ancien président de la République tout près de l'Assemblée nationale. Alors ceux qui le connaissent bien disent qu'il l'a fait dans l'espoir qu'il aurait beaucoup de visites, et il en a eu de la part de ses fidèles, mais moins qu'il ne l'espérait, notamment. La première année, par exemple, aucun ministre, à part Xavier Darcos, je crois, ne lui a rendu visite parce qu'il ne fallait pas déplaire en haut lieu. Mais dans votre livre, vous évoquez le fait que les personnes en question, elles avaient éventuellement peur des représailles, notamment du président Sarkozy. C'est-à-dire qu'aller visiter Jacques Chirac, c'était se mettre dans une situation délicate. Je ne sais pas s'il y aurait eu des représailles, mais ils en avaient peur, en tout cas. Ce qui a été un remontant, je crois, quand même, c'est, outre quelques amis fidèles, c'est vrai, d'ailleurs, M. Jacob, Jean-Louis Debré, etc., M. Pinault, il y a eu les sondages. Cette popularité inespérée qui fait que quand il se promenait dans la rue, on venait l'embrasser, lui serrer les mains, s'il ne s'y attendait absolument pas. Alors c'était une popularité en plus de comparaison avec son successeur Nicolas Sarkozy. Donc c'était tout bénéfice, c'était du miel. Est-ce que c'est pas extraordinaire ces sondages qu'on peut mettre à dos en ce moment, dos à dos si je puis dire. Je crois que 71% des Français viennent de dire qu'ils trouvaient normal que le président Chirac soit jugé, et en même temps je crois qu'ils sont 74% à continuer à dire finalement qu'ils l'aiment et qu'il est leur homme politique favori. Donc c'est quoi? C'est la contradiction française
C'est incarné, Elisabeth Guigou. c'est normal. Je crois que c'est du bon sens, c'est-à-dire que les gens peuvent à la fois éprouver de la sympathie pour M. Chirac, regarder ce personnage qui est quand même un personnage hors du commun, vous venez d'en parler très bien, et en même temps dire c'est pas une raison pour le traiter différemment des autres citoyens. Donc je pense qu'il y a quand même, vous savez, il y a quand même quelque chose de très profond chez les Françaises et les Français, au moins depuis la Révolution française, c'est quand même l'idée d'égalité. Et elle est un des fondements de notre République. Alors après, qu'on éprouve de la sympathie, qu'on dise qu'il ne faut pas d'acharnement, bien entendu. Si ses médecins ou son entourage disent que M. Chirac n'est pas en état de venir aux audiences, quiconque s'insurger contre ça. Mais, ou si lui-même pense qu'il ne peut pas... voilà. Donc, pas d'acharnement, de la sérénité, aucun esprit de revanche ou quoi que ce soit, mais enfin, voilà, la justice, elle n'est pas faite seulement pour quelques-uns. Et je crois que c'est ça que ça veut dire. Les deux sondages ne sont pas contradictoires. Hein. Il y a quand non, même mais ils sont côté, amusants. Ils sont très amusants, mais c'est vrai qu'il y a une exigence de moralité d'autant plus forte aujourd'hui que la crise sévit, notamment pour les gens d'en bas, et que cette exigence de moralité-là, elle n'est pas comprise par... tous les hommes politiques, c'est un euphémisme, hein, en tout cas par beaucoup d'hommes politiques. Donc elle est de plus en plus manifeste, elle se vérifie à chaque affaire. Vous avez vu avec Michel Alliot-Marie cette demande de démission qui était manifestée, et elle se manifeste dans l'occurrence aussi au niveau de Jacques Chirac. Il faut que la justice se passe. Mais en même temps, il y a, c'est vrai, dans ce personnage de républicain débonnaire, il y avait un côté Jacques Coeur en lui aussi. Ça n'empêche pas que, il a fait des choses pas bien. Il faut que la justice passe. Alors, avant de revenir aux enjeux politiques du procès, juste deux précisions parce qu'ils font largement partie du charme de votre livre, aux éditions Jacob Duvernay. D'abord, est-ce que c'est vrai qu'il tutoie Bernadette née Chaudron de Courcelles juste pour l'énerver? Je vous avoue que moi, ça m'a fait rire, mais... Il aime bien agacer comme ça. Il aime bien agacer Giscard, il aime bien agacer Bernadette. Donc oui, il y a toujours en permanence un petit jeu entre eux de... enfin, elle a de la défense, hein, et franchement, je trouve que elle là... a de la défense, oui, elle veille sur lui, c'est vrai. Je trouve que cette femme, vraiment, je vous assure, je l'ai pas rencontrée souvent, mais quelques fois, et chaque fois, je l'ai trouvée extraordinairement intelligente. Elle a quand même fait preuve d'une abnégation tout au long de cette vie commune que pas beaucoup de femmes auraient montré, et malgré tout, de beaucoup d'humour, de beaucoup d'attachement, de beaucoup. Donc je trouve elle a subi des épreuves tout de même considérables. Donc voilà, moi je pense que c'est peut-être plus pénible d'être en tête-à-tête avec Jacques Chirac que d'être en tête-à-tête avec Bernadette, vous voyez. Elisabeth Guigou nous prépare à la journée de la femme. Oui, gentiment, on se rapproche de la soirée, on va faire la bascule. Mais il est évident que... d'enquête sur le personnage, mais enfin bon, je vous laisse... Il est évident que Bernadette Chirac aujourd'hui se venge d'une certaine de toute cette vie que lui a fait subir Jacques Chirac. Et, enfin, se venge, le mot est un peu fort, mais se rattrape. Je crois qu'on est en face d'un couple qui a partagé un engagement, parce que quand on est à ce niveau, l'engagement, il est total pour l'ensemble de la famille. Et donc, les coups durs, ils ont aussi été partagés à deux. Ils l'ont toujours été. Alors, les bons moments aussi. Mais il y a quand même eu quelques moments difficiles. Hein. Elle est toujours candidate au cantonal. Et oui. Très bien. Donc elle était cette semaine, elle était ce week-end c'est bien ce qui me semble. En Corrèze, pendant que Chirac dernière chose avant que j'en vienne aux enjeux politiques, vous écrivez dans votre livre qu'il se laisse de plus en plus souvent aller à des plaisanteries qu'on lui a toujours connues comme étant extrêmement carabinées. Donc je veux juste une confirmation. Oui, je ne demande pas forcément un exemple, hein, mais... Oui, non, parce qu'on est sur une chaîne respectable. Donc s'il vous plaît. Il a toujours bien aimé les plaisanteries de corps de garde, et c'est vrai que... Mais c'est plutôt en rythme d'accélération, je ne peux pas en témoigner directement, mais c'est vrai que la plupart de ses interlocuteurs, voilà, il se lâche de plus en plus volontiers, ou il se contrôle de moins en moins bien. François Hollande a une bonne formule, il dit que autant sur la parole publique, il est toujours sous contrôle, puisqu'il s'interdit de commenter l'action de son successeur, notamment, même en privé, autant sur la vie privée, la gaudriole, il se lâche facilement. Bon, je ne vais pas vous demander de confirmer, parce que vous n'allez pas le faire, Christian Non, Jacob. je vais pas le Oui, faire. c'est un peu délicat pour vous. Alors, je vais vous poser une question peut-être plus difficile. On revient aux enjeux politiques du procès et à la dernière partie de cette émission. Il y a beaucoup de journalistes étrangers qui affluent au procès. Peut-on juger un ancien président sans écorner l'image de la France ? C'est pour ça qu'il y a le statut pénal du chef de l'État, c'est-à-dire pour ne pas attaquer la fonction. Et que le procès a lieu maintenant.
et pas lorsque Jacques Chirac était en fonction. Maintenant, comme on a eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, tout l'honneur de Jacques Chirac, c'est d'avoir voulu et vouloir que ce procès ait lieu. Et bon, autant c'est une atteinte à la fonction lorsqu'il exerce ses responsabilités. Moi, je vous ai dit à titre personnel, je trouve que tout cela me semble un peu décalé, mais ça n'est pas sa position à lui. Oui. Lui souhaite ce procès. C'est peut-être le moment de rappeler, Elisabeth Guigou, parce que les juristes expliquent finalement que le président de la République est irresponsable pénalement. Dites donc aux profanes, et donc à moi en particulier, ce que ça veut dire et surtout pourquoi. Ça veut dire qu'il ne peut pas être poursuivi. Quand il est en activité, bien entendu. Quand il est en activité pour les actes qui sont relatifs à sa fonction, mais aussi pour d'autres, des actes de la vie ordinaire, pendant toute la durée où le président de la République est en activité, il ne peut pas être interrogé par un juge d'instruction, il ne peut pas être mis en examen, il ne peut pas être traduit devant un tribunal. Alors, on peut dire c'est assez normal pour les actes de sa fonction. N'imagine pas justement pour protéger la fonction de président de la République. Là où la question se pose, c'est pour les actes qui n'ont rien à voir avec sa fonction. Et là, vous imaginez, vous parliez de la réforme de 2007, il y a quelque chose d'absolument incongru dans cette réforme. C'est que elle organise l'irresponsabilité totale du président de la République devant toutes les juridictions, c'est-à-dire y compris les juridictions civiles. Alors imaginez un président de la République qui veuille divorcer, un président de la République qui a un enfant illégitime qui veut une reconnaissance de paternité, un président de la République qui a un conflit avec un éditeur. Vous voulez dire que si j'ai prêté 1000 euros à Nicolas Sarkozy avant qu'il soit élu président de la République, je ne peux pas lui réclamer en ce moment? Vous ne pouvez pas, vous devez attendre que, en revanche, lui peut vous traduire devant les tribunaux. Donc, si vous voulez, il y a quelque chose d'absurde dans cette réforme. Il faudra évidemment y revenir, parce que ça, l'irresponsabilité civile. J'ajoute, puisque vous parliez de l'image de la France, que j'ai quand même regardé avant de venir comment ça se passait à l'étranger. Savez-vous qu'en Angleterre, y compris pour les actes qui sont relatifs aux fonctions du Premier ministre, qui exerce les fonctions du président de la République, y compris pour ces actes dans l'exercice des fonctions, il n'y a aucun privilège de juridiction. Et le Premier ministre britannique est jugé devant les juridictions de droit commun. Alors, tous les premiers ministres de toutes les démocraties européennes, eh bien, ont peu ou pas de privilèges de juridiction. Donc je pense qu'il va falloir un jour mettre notre système en conformité avec les règles européennes. Il faut protéger la fonction de président de la République. Voilà, je lance pas le débat, mais les premiers ministres ne sont pas des présidents de la République, c'est élu au suffrage universel. Mais voilà. D'accord. Et alors, ça veut dire que le président de la République en France est un monarque? Oui, les monarques sont irresponsables. Eh bien, c'est pas vrai. Le président de la République en France, il dirige un gouvernement. Donc, je pense qu'il y a... Non, c'est un sujet vraiment sérieux. Il faut protéger la fonction. Mais il n'y a aucune raison de protéger la personne pour des actes qui n'ont rien à voir avec la fonction de président de la République. L'objectif de la loi de 2007, c'est de la réforme, c'est ça. C'est effectivement de mettre une procédure d'empêchement à la française. C'est-à-dire de protéger la fonction dans le cadre et les responsabilités dans le cadre des missions liées à l'exercice du pouvoir, de sa responsabilité, mais pas pour le reste. Pascal Robert-Diard, vous voulez intervenir là-dessus? L'objectif de la réforme, c'est le vide. Attendez, je vais quand même rajouter quelque chose. Pour le reste, c'est le vide le plus total, il va falloir le combler. Ça fait maintenant. M. Chirac a promis cette réforme avant. Elle a eu lieu en 2007. Il l'avait promise bien avant. Nous attendons, ça fait maintenant 4 ans, nous attendons une loi organique pour qu'en plus cette réforme, que moi j'estime absurde, puisse entrer dans les faits, parce qu'il faut une loi organique pour justement organiser la haute cour. Eh bien, savez-vous que nous ne l'avons toujours pas? Elle a été déposée à la fin de l'année dernière sur le bureau de l'Assemblée. Elle n'est pas venue encore en discussion. Tout ça fait preuve d'une désinvolture, si vous voulez, qui n'est pas digne d'une démocratie. Voilà. Pascal Robert-Diard. Non, je voulais juste rappeler qu'effectivement, la difficulté, c'est le problème du parallélisme. C'est-à-dire qu'effectivement, le président ne peut pas être poursuivi, mais, et on l'a vu depuis l'élection de Nicolas Sarkozy, le président de la République, lui, peut se constituer partie civile devant les tribunaux. Donc là, ça pose un problème, parce que je veux dire, vu la place qu'il occupe au sein de notre appareil d'État, effectivement, qu'il puisse demander compte pose un problème.
Nicolas Domenach, l'impression que Jacques Chirac échappe à la justice nourrit-elle, d'après vous, on va dire, un certain populisme ambiant? Et pour dire les choses plus clairement, est-ce que vous pensez que cela peut faire le jeu des extrêmes, et en particulier de Marine Le Pen? Oui, c'est ce que je dirais plutôt, c'est que ça fait le jeu à fond des extrêmes, parce que on vit en plus dans une succession d'affaires, on a l'impression d'être dans une machine à laver qui ne lave jamais d'ailleurs, où on sort jamais plus propre, et c'est une des raisons, outre les raisons de fond qu'on peut connaître, qui sont sociales, qui sont d'insécurité, qui sont de troubles face au choc de la mondialisation, etc. Je pense que c'est des données essentielles et qui a été rendues encore plus aiguës par le fait que la crise, au fond, a accentué le sentiment qu'elle était surtout valable pour ceux d'en bas et que ceux d'en haut pouvaient continuer à vivre comme avant et, au fond, se partager des privilèges. Alors, d'ailleurs, je suis très content de ce point de vue. J'ai pris des notes quand Elisabeth Guigou nous dit que, pour ce qui est de la fonction du président de la République, la gauche, quand elle reviendra au pouvoir, fera ce que... J'ai parlé à mon nom personnel. Ah, zut. Parce que je disais que peut-être ce qui n'avait pas été fait du temps de Mitterrand, où on avait conforté, au fond, le statut monarchique du président de la République. Je vous ai dit... Je peux terminer peut-être, non? Attendez, oui. Je vous ai dit le point de vue que je défends devant mes amis politiques. Alors après, très bien. Non, mais on peut peut-être espérer. J'aimerais que Nicolas Domenach termine sa phrase. Merci. Non, et que donc, au fond, effectivement, on puisse... Une autorité souriante, Elisabeth Guigou, mais une autorité quand même. Qu'on puisse, au fond, aller vers une démocratie plus exemplaire. Et quand vous disiez quelle image pour la France, mais si ce procès a lieu, je crois que c'est plutôt l'inverse. C'est quelle image on donne jusqu'ici avec tous ces responsables politiques qui échappent à chaque fois à la justice, qui ne paye rien, au fond, alors que ça m'amuse aussi quand Christian Jacob, au fond, lui qui est parmi toute cette majorité, dit il faut que les juges se montrent plus sévères, qui est assez du laxisme. Ah ben alors pour les hommes politiques, alors là, c'est le laxisme total, je veux dire, et là personne s'en offusque. On est dans un procès d'intention total. C'est-à-dire que vous êtes parti dans une dérive de démagogie. C'est pas démagogie, c'est la vérité. Attendez, Jacques Chirac a dit, encore une fois, revenons-en au fait, qu'il était à disposition de la justice, et il l'est. Dès juillet 2007, revenons au fait. Est-ce que vous avez dit des mots sur la sévérité dont devraient faire preuve les juges vis-à-vis des hommes politiques? Mais là, ce que vous êtes en train de dire que Jacques Chirac ou les politiques veulent échapper à la justice, c'est exactement le contraire qu'il est en train de faire. Jusqu'ici, c'est ce qui est arrivé. Jusqu'ici, c'est ce qui est arrivé. Nous verrons si, in fine, le président de la République... Et pourquoi, in fine, il y a un problème? Puisque jusqu'à présent, toutes les manœuvres dilatoires... Non, on n'est pas dans des manœuvres dilatoires, puisque la QPC ne le concerne pas. Donc revenez-en aux faits. Alors, Christian Jacob, on a confirmation ce soir du sondage Louis Harris, qui a fait polémique depuis hier, et qui indique finalement que Marine Le Pen arrive aussi en tête avec DSK et François Hollande, et pas seulement Martine Aubry. Est-ce que ça ne doit pas faire réfléchir? Et je rappelle que quand même, dans l'hypothèse de DSK, Nicolas Sarkozy est éliminé au second tour voilà. Est-ce que le fait qu'on ait à juger un président de la République, même pour des faits anciens, et quelle que soit l'affection que vous ayez pour vous, ça ne contribue pas à renforcer, que vous ayez pour lui, ça ne contribue pas à renforcer un sentiment de rejet qui conduit au vote d'extrême droite? Est-ce que ce sont des questions que vous vous posez? Le raccourci qui consiste à dire que ce serait Jacques Chirac qui serait responsable de la montée de Marine Le Pen, il faut quand même aller le chercher loin. Ce n'est évidemment pas ce que je viens de vous dire. Ben oui, parce qu'on pouvait arriver à cette conclusion. Vous faites bien de le préciser, mais je vous demande si ça ne contribue pas à un climat. Non, moi je pense que, encore une fois, on est sur un procès qui est prévu, qui va avoir lieu. Ensuite, sur les sondages, il y a un état de fait aujourd'hui qui est pas contestable d'une montée des intentions de vote. Mais est-ce que des intentions de vote, 14 mois avant une échéance, présentent un intérêt quelconque? C'est-à-dire, il y a une photographie à un moment donné, mais on a toujours vu que entre les sondages 14 mois avant une élection et la réalité de l'élection, c'était toujours l'opposé qui se passait. Si on s'était appuyé sur les sondages un an avant, Lionel Jospin aurait été président de la République, Édouard Balladur aurait été président de la République, et peut-être d'autres encore. Bruno Dive. Oui, moi je crois que c'est intéressant dans ces sondages, cette succession un peu bizarre d'ailleurs de sondages, tous les jours on teste un candidat différent, enfin bon, passons. Parce que ça a créé un choc, si vous voulez, quand vous dites Marine Le Pen est en tête du premier tour, c'est normal qu'on réagisse un petit peu. Bien sûr, non, mais ce qui est bizarre, c'est qu'on fait des sondages un peu en feuilleton. Bon, ce qui est important... Hier, on savait que c'était devant Martine Aubry, je le reprécise pour nos téléspectateurs, ce soir on sait que c'est aussi devant DSK, et élimination dans ce cas-là du président de la République, en tout cas s'il se représente, et aussi devant François Hollande. D'accord. Ce qui est
est important, c'est que Marine Le Pen, elle est bien que ce au-dessus de sondage 20, suscite des réserves. elle est au-dessus de 20%, 20-24%, ce qui est énorme, ce qui est jamais atteint. Et on a beau être un an de l'élection présidentielle, il y a tout de même de quoi s'inquiéter, notamment de quoi s'inquiéter pour l'UMP, parce que ce qui risque de se passer... Pour la gauche aussi, ça veut dire que c'est pas... Dans les deux, non, mais, après 10 ans d'opposition, on n'est pas en une alternance crédible. Je vais finir mon raisonnement. L'UMP va être confronté, surtout si Nicolas Sarkozy est battu, mais même dans tous les cas, je pense, à la question rapide aux législatives qui vont suivre la présidentielle de l'alliance avec le Front National. Et à mon avis, cette question va se reposer l'année prochaine. Elle ne se pose pas maintenant, mais elle finira par se reposer. Et c'est là, alors peut-être, on revient à notre sujet du jour, que Jacques Chirac, qui n'intervient pas dans le débat politique, pourrait peut-être, je parle sous votre contrôle, pourrait peut-être intervenir, parce qu'on sait que lui s'est toujours opposé aux alliances avec le Front National. Nicolas Sarkozy aussi, hein. Oui, exact. Nicolas Sarkozy a toujours été d'une très grande fermeté et clarté sur ce sujet. Justement, est-ce que presque à un an de la présidentielle, on sait comment Nicolas Sarkozy appréhende ce procès? C'est une question difficile. Oui. C'est une question difficile parce que je crois, et d'ailleurs Bruno Livre parle aussi, qu'au fond ça faisait partie de leur accord, sinon explicite, en tout cas implicite, que Nicolas Sarkozy continuerait à faire suite à ce que, au fond, Jacques Chirac et Dominique de Villepin avaient fait précédemment, c'est-à-dire à repousser les juges le plus loin possible. C'est Nicolas Sarkozy qui est intervenu très directement pour que l'accord avec l'UMP et Bertrand Delanoë, pour que tout ça se fasse et que ce soit payé. Hein. Donc il avait, au fond, un intérêt, Nicolas Sarkozy, politique, là, à ménager Jacques Chirac. Et on peut penser que si Jacques Chirac l'a aussi ménagé et n'a rien dit, alors qu'il avait des désaccords profonds avec la politique qui était menée par Nicolas Sarkozy, ça tenait aussi à ce procès et qu'au fond, l'un et l'autre marchent ensemble dans cette affaire-là. Je crois qu'on peut le dire. Je pense aussi que, en exerçant le pouvoir, en même temps, je pense que Nicolas Sarkozy s'est un peu rapproché sur la fin de Jacques Chirac dans ses préoccupations, dans au fond c'est la grande fraternité de ceux qui ont eu en charge la France et que au fond les distances sont moins éloignées, moins grandes qu'avant. On sait si Jacques Chirac parle facilement de son successeur, Bruno Dive? Non, il en parle très difficilement. Oui, c'est bien ça. Pas du tout en public, ça a été une des grandes difficultés de mon livre. Et très peu en privé ou assez proche. Et beaucoup m'ont raconté que quand ils essaient de le pousser sur le terrain de la réplique à Nicolas Sarkozy, quand il était attaqué, il ne se laisse pas facilement entraîner. Il explique, mais c'est pas facile. Lui seul connaît la difficulté du job. Enfin, des choses comme ça. Mais on sait quand même aussi, ça n'est pas convenable. Oui, c'est dans son langage. On sait aussi quand même qu'il ne l'aime pas, quoi. Au fond de lui-même, que le courant ne passe toujours pas. Et il a une phrase que je cite, c'est parce qu'il parle, je m'excuse, mais il parle de Bernadette. Il dit « Maman, elle aime bien le petit » et ça l'agace quand même. Christian Jacob, vous aviez déclaré avoir refusé d'entrer au gouvernement de Nicolas Sarkozy pour ne pas entendre ses critiques à l'égard de Jacques Chirac. Vous nous le confirmez? C'est pas pour la raison. J'ai refusé effectivement, mais c'est pas la raison que j'ai expliqué. Je trouverais ça assez noble pour tout vous dire. Non, mais je vais revenir. Je me souviens même d'une citation qui était « Je veux pas encore avoir du sel sur mes plaies ». Enfin. J'ai dit qu'à chaque fois qu'il y avait effectivement des critiques au début du mandat de Nicolas Sarkozy sur Jacques Chirac, j'avais le sentiment que c'était du sel qu'on mettait sur les plaies. Ah, c'était ça, là. Ensuite, les raisons qui ont motivé je refuse de rentrer au gouvernement, c'était le moment où j'étais rapporteur du Grenelle, où je venais de prendre la présidence, où j'allais prendre la présidence de la commission du développement durable, et je souhaitais continuer mon engagement à l'Assemblée et pas retourner au gouvernement. J'ai eu la chance et l'honneur de y être pendant 5 ans et je voulais rester à l'Assemblée, ce que j'ai fait. La dernière question sera pour vous, Pascal. Jacques Chirac peut-il être condamné ? Parce qu'en fait, c'est la question qu'on se pose tous. Jacques Chirac peut en tout cas être déclaré coupable. Donc, il peut effectivement, le tribunal peut prononcer une décision de condamnation au regard de ce que je vous expliquais tout à l'heure sur le système, hein, et sur le fait qu'effectivement d'autres ont payé judiciairement un prix fort là-dessus. Maintenant, je rappelle qu'Alain Juppé a été condamné exactement pour les mêmes faits. Maintenant, il existe effectivement, et c'est ce que disait Elisabeth Guigou tout à l'heure, il existe toute une possibilité pour les juges de prononcer une condamnation, mais évidemment de dispenser l'ancien président de la République de la peine.
Merci infiniment. Avant de nous séparer et surtout de passer à la seconde partie de ce débat, je vous informe, ce n'est pas définitif, que la chaîne Al Jazeera annonce que le colonel Kadhafi aurait proposé de se retirer moyennant des garanties, que pour l'instant les insurgés libyens rejettent l'offre du colonel Kadhafi. Ce sont des informations qui ont été publiées par la chaîne Al Jazeera, reprises par l'agence Reuters, mais non confirmées pour l'instant par l'agence France Presse. Et bien entendu, nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure de cette émission qui est en direct. Merci à tous. Je présente vos livres à la fin de notre second débat. La liberté d'expression, ses limites, ce que l'on peut dire ou pas, car évidemment, on n'empêche pas les gens de penser. Voilà le thème de notre nouvelle partie d'émission. En quelques jours, Éric Zemmour puis John Galliano ont eu à répondre de leur liberté de parole. Notre confrère que vous retrouvez tous les samedis soirs sur France 2 est le créateur qui a porté à bout de bras la Maison Dior. Certains veulent en faire des délinquants, d'autres des martyrs. En tout cas, le seuil de tolérance de notre société visiblement évolue. Il concerne aussi les ministres. Et voici le reportage de Julien Dupéret. Brice Hortefeux, alors ministre de l'Intérieur, pensait ironiser avec un jeune militant UMP d'origine maghrébine. Ces mots seront condamnés pour injure raciale. Il en faut toujours un, mais dès qu'il y en a un, ça va, c'est quand il y en a beaucoup qui ont des problèmes. Autre phrase, même conséquence pour Éric Zemmour. La plupart des trafiquants sont noirs et arabes. C'est comme ça, c'est un fait. La justice, c'est aussi ce qui attend John Galliano. Sous le chapeau du couturier, le poids des mots prononcés à la terrasse de ce café parisien.